Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la revue de presse avec un monsieur Marc Hébert. Une enquête montre que 5,5% de la population a déjà tenté de se suicider. En fait, on constate qu'il y a un mal de vivre un peu. Madame Diane Leboutillier nous annonce sa candidature pour le 3 novembre prochain en ce qui concerne le poste de préfet à la MRC du Rocher-Percé. Je l'ai sollicité pour un nouveau mandat à la préfecture de la MRC du Rocher-Percé. On continue avec une entrevue avec Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC Rocher-Percé. On discute des dossiers chauds à la MRC Rocher-Percé. On ne peut pas demander à un pêcheur d'aller sortir son bateau pour aller pêcher du flétan au mois de janvier. La saison de pêche est terminée. On rencontre Mme Isabelle Tremblay et M. Bernard Stevens pour discuter du projet Municipalité Amis des aînés. C'est une démarche qui consiste en plusieurs étapes qu'une ville doit traverser pour obtenir une accréditation du ministère de la Famille et des Aînés. Une entrevue avec M. Philippe Couillard, ancien ministre de la Santé et candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Le parti a besoin d'un renouveau et d'une réforme profonde. C'est un parti qui, sans mauvaise intention au fil des années, a glissé vers une centralisation très importante. Et la capsule divertissement avec Mme Jocelle Covier. J'ai pris soin de trouver des photographies assez impressionnantes de grains de sable au microscope. Donc, pendant que je parle, vous allez voir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, on débute l'émission aujourd'hui avec un sujet qui est quand même assez tabou dans la société québécoise. On va parler de suicide aujourd'hui à l'émission. Alors, allons retrouver tout de suite à la revue de presse M. Marc Hébert. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la revue de presse, toujours en notre compagnie, M. Marc Hébert. Bonsoir, Marc. Salut Mirko. Ça va toujours bien? Oui, très bien, et toi? Ça va extrêmement bien, malgré que le sujet d'aujourd'hui, on peut le dire, est encore un sujet qui est quand même assez tabou au Québec, mais malheureusement une réalité auquel on se doit de faire face. On va parler de suicide aujourd'hui à l'intérieur de la revue de presse. Ça a fait un peu, ça a apparu dans quelques articles, 3 articles ont été publiés là-dessus dans le Trans-Gaspésien du 28 novembre dernier, c'est bien ça? Oui, c'était parce que il y a un an déjà, Marjorie Raymond s'était ôté la vie à Sainte-Anne-des-Monts, puis ça avait fait un peu un tapage médiatique aussi. Et alors moi, je ne veux pas revenir sur ce sujet-là précisément, mais plus sur le suicide général, amener quelques chiffres. Et je ne vais pas en parler en tant qu'expert, là je le précise aussi, vraiment en tant qu'individu qui a fait quelques recherches pour essayer de comprendre aussi ce phénomène. Donc ce qu'on va un petit peu, c'est de démystifier là, les raisons pour lesquelles on peut en arriver là, mais surtout les raisons qui viennent de l'environnement social à l'intérieur duquel on vit. Ce n'est pas souvent abordé par les médias de cette façon-là et peut-être que le fait qu'on a à vivre avec cette réalité-là au Québec est peut-être aussi vient peut-être d'une cause directe de l'environnement et de la pression sociale dans laquelle on vit ou peut-être dans la pression qu'on s'inflige tous dans notre mode de vie actuel. Ben oui, parce que j'ai téléchargé 2 études qui ont été bien faites, une par le gouvernement qui parle plus des chiffres et une autre universitaire. Et ce qui en ressort beaucoup, c'est pour essayer de comprendre pourquoi des gens sont capables de passer à l'acte. C'est parce que on va faire une recherche sur le type de la personne elle-même. Et effectivement, comme tu le citais tout à l'heure, on ne mettait pas trop en relation avec l'environnement de la personne. Quand je parle de l'environnement, c'est vraiment la partie où se situe physiquement la personne et quelle est sa structure sociale et culturelle qui aussi viendrait l'amener à faire ce geste-là. Donc, c'est vraiment d'être sensibilisé là, à l'ensemble des impacts que peut avoir l'environnement dans lequel on vit. Là. Oui, parce que regarde, je vais te donner un exemple. J'ai tapé le mot suicide dans Google, justement, pour essayer d'avoir accès à certains articles, entre autres. Puis, ce qu'il en ressort, comme par exemple le bond des suicides dans le monde depuis ces 45 dernières années, il y a eu un bond énorme. L'armée américaine enregistre un suicide par jour au niveau de ses soldats. Une enquête montre que 5,5% de la population a déjà tenté de se suicider. Et en fait, on constate qu'il y a un mal de vivre, un peu comme on citait, qui n'est pas uniquement, qui est assez général. Et bizarrement, il est aussi présent dans beaucoup c'est pas uniquement les pays sous-développés, c'est vraiment les pays occidentaux où, à partir des années 70, on constate qu'au Québec,
le taux est monté à 100%, par exemple, à partir de 70 dans les années 2000. C'est là que c'est intéressant de voir nous, on a changé un petit peu de façon de vivre et qu'il y a eu, à partir de là, un changement aussi de ce côté-là. Et même au niveau de la prise de médicaments, il y a des statistiques qui sont quand même intéressantes sur le sujet, à savoir que même qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre... Il y a un lien même, c'est plutôt ça, il y a un lien entre... qui a été documenté sur le fait que, oui, actuellement, dans notre société nord-américaine, plus la prise de médicaments augmente. Ben, effectivement, alors, c'est sûr que c'est pas drôle, mais le Québec fait partie, et dans les palmarès, ça veut dire que c'est dans les 5 à 10 premiers dans les pays top list de taux de suicide le plus élevé. Et on constate qu'il y a eu un grand effort qui a été mis aussi par le gouvernement pour créer des organismes qui vont accompagner et aider ces gens-là et pouvoir détecter, donc prévenir un individu, quelqu'un de votre famille, vous détectez qu'il serait peut-être susceptible ou apte de passer à l'acte. Alors on peut prévenir des organismes ou des centres qui sont là pour ça. Mais ce qui fait qu'on a pu baisser un peu le taux, mais ça ne veut pas dire que le mal de vivre n'est plus là. Et par contre, le taux des médicaments, lui, a augmenté. Antidépresseurs, des médicaments qu'on donne pour accompagner pour soigner ce qu'on appelle les maladies mentales. Alors, donc justement, on parlait de l'environnement et ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'était il y a très peu d'articles qui vont vraiment démontrer la structure sociale dans laquelle on est, qui vont mettre une pression tellement forte sur l'individu lui-même qu'il va se retrouver dans une situation où c'est tout à fait normal qu'on pète un plomb, entre guillemets. Et donc, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Le début par l'école, hein. Dès la rentrée à l'école, c'est un peu le premier contact avec un mode de vie sous pression. De vie sous pression, tout à fait, oui. Oui, parce que déjà, à partir de très jeune âge, même si on n'a pas subi d'abus dans notre famille, à partir d'un très jeune âge, on met nos enfants à l'école et puis eux-mêmes, par cette structure sociale qu'elle est, eux vont déjà commencer à subir des pressions au niveau concurrentiel par rapport aux notes, au niveau peut-être aussi d'intimidation, au niveau de... Puis la façon dont la télévision aussi éduque, entre guillemets, nos jeunes, leur donne aussi une pression pour avoir une sorte comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, j'ai oublié tout à l'heure, mais ça va être un peu une sorte de concurrence au niveau de l'aspect physique, tu vois, de la beauté, de la performance. Voilà. On doit tout le temps performer pour essayer d'être bien vu socialement. Puis ça continue parce qu'après on grandit, on se retire de l'école, et puis on doit performer au niveau du travail, avoir un salaire, et puis après ça, ce sont les responsabilités qui embarquent. Le système étant structuré tel, et pour nous, il nous paraît tout à fait standard, qu'on s'embarque effectivement après dans des hypothèques, des responsabilités familiales, et ajouter tous ces points-là qu'on n'a jamais vraiment évacués, et toutes ces pressions-là font en sorte c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on pète un plomb. Il n'y a pas seulement les prédispositions de la personne en tant que telle, que ce soit au niveau des relations dites familiales, que ce soit au niveau du bagage génétique. C'est pas les seules causes qu'on peut retrouver de ce qui peut ramener là, vers cette conclusion qui peut être d'en arriver jusqu'au ce geste malheureux qu'est le suicide. Là. Non, c'est ça. Mais on appelle ça un effet cocktail. Donc, il ne faut pas écarter l'un ou l'autre, mais c'est malheureusement quelqu'un qui aurait subi des choses dans son enfance de difficiles. S'engageant dans ce système-là, on ne peut pas lui dire qu'il va avoir beaucoup de chance. Sinon, quelqu'un qui n'en a pas eu, mais qui ça s'est très bien passé, s'engageant dans ce système-là, va juste cumuler des pressions en tant que telles, qui vont faire en sorte qu'il est possible qu'il y ait un coup dur ou quelque chose de très difficile qui s'engage dans sa vie et qui va faire en sorte qu'il va se retrouver dans une situation où il va peut-être se poser la question et être amené à ça. Peut-être résumer la situation en disant que dans le mode de vie actuel qu'on a tous à embarquer dans le train et suivre ce mode de vie qui est très, très rapide, cette pression-là sociale, tant au niveau privé qu'au niveau du travail, qu'au niveau de la famille, de la performance, on a un peu tous à le vivre. Hein? Puis c'est un peu de prendre conscience de ça. Oui, il faut en prendre conscience. Et puis, on parlait tout à l'heure, on se disait, mais peut-être ça serait un point fort de pouvoir essayer de changer les bases pour pouvoir essayer Oui, on travaille beaucoup sur la prévention. Mais c'est une vague qui est forte. Hein? Ah oui. C'est très difficile de ne pas suivre le train. Hein? Ah oui. Ouais. On est même un peu, disons, quand j'oublie le terme, là, quelqu'un qui est à part des autres, là,
C'est d'avoir Oui. comment est-ce qu'on dit? Il est un peu écarté et il se Oui. retrouve dans une situation où il est socialement... Comme de voilà. ne pas mettre le travail au premier plan dans ta vie, puis disons de choisir la famille, ça peut faire de nous Oui. un être spécial dans le lieu dans lequel on vit. On va dire, ah, ben lui, il a un mode de vie particulier. Il est revenu à l'époque des années 40-50. Parce que cette pression-là, en préparant l'entrevue, on en parlait, ça a commencé à apparaître dans les années 70. Hein. Oui, le taux des suicides au Québec, entre autres, a augmenté de 100% entre 1976 et 2000. Ça, c'est impressionnant comme Oui. statistique. Donc ça veut dire que Il y a un problème. ça représente un peu aussi, et le Québec des années 70, on peut le dire, il y avait une structure qui était assez différente encore de ce qu'on vit aujourd'hui, notre système en tant que tel. C'est sûr que le monde a évolué, on s'est engagé dans un genre de combat, pas de combat, mais de cette course, hein. On parlait du capitalisme tout à l'heure, Tout à fait. mais qui n'aide pas non plus à se retirer du jeu. Et comme tu dis, la vague est tellement forte que ça... L'idée même, c'est de le savoir, que cet environnement ne nous aide pas à passer au travers. Même notre société nous condamne tout de suite si on n'embarque pas dans le train de la performance et de la productivité à tout prix. Là. C'est pas nécessairement bien vu aujourd'hui excuse le terme, de slacker le travail pour avoir plus une société de loisirs ou axée sur les valeurs familiales ou les valeurs de base. Mais un point très intéressant que tu apportais aussi en préparation d'entrevue, c'était que même au niveau de la conception même de la mort, ça pouvait jouer là, sur les répercussions que ça pourrait avoir sur notre vie personnelle, qu'on soit, disons, athée ou catholique ou croire à la réincarnation, pouvait vraiment apporter des conséquences qui sont pas les mêmes. Ben oui, parce que tout ça forcément repose sur notre culture et la perception que l'on a de la mort. Si aujourd'hui on parle de suicide, de tabou, de mort, on parle de quelque chose qui est souvent difficile à aborder comme sujet, mais pourquoi c'est difficile? Voilà, c'est difficile parce que c'est notre façon de concevoir la mort d'une façon très difficile. Bien sûr, c'est pas drôle d'avoir un de nos proches partir, surtout quand il est dans une force de l'âge où on se dit mais il avait encore toute la vie devant lui. Mais tout repose effectivement sur notre conception et nos croyances. Puis je citais un exemple tout à l'heure, je me disais mais si dans notre culture, je sais pas moi, on croyait au cycle et à la réincarnation, c'est un exemple que je cite comme ça, on aurait une perception tout à fait différente de la mort. Et à chacun, et vivant ses expériences, décide de... Voilà. Et là, ça démontre juste un point qui est intéressant à réfléchir. L'idée n'est pas je veux en aucun cas rendre le suicide tout à fait simple, comme si c'était un moyen de se débarrasser de quelque chose. Mais c'est vraiment un facteur qui est important aussi. Et il faut le savoir que ça repose vraiment sur notre culture et notre façon de vivre. Donc voilà, c'était... parce que juste pour conclure, dans le document universitaire qui parle beaucoup de ça, c'est Monique Robin qui a fait à l'Université Laval, qui a fait tout un dossier là-dessus. Elle parle que la résilience est un atout. La résilience, c'est ce qui va nous aider justement à alléger un peu tout ça, parce que vous faites partie d'une famille où un de vos enfants ou un de vos proches s'est suicidé. Donc déjà, vous portez déjà une sorte de honte ou un tabou dans le niveau de la famille. Comment font les gens pour passer au travers de tout ça? Et donc, ne pas être vu non plus comme des gens étant faibles. Non, c'est ça. Et puis de savoir que c'est quelque chose qui est là et qui est présent. Et que, oui, on parlait de remettre en cause notre environnement, mais que de savoir porter aussi ça avec beaucoup de résilience, d'alléger un peu ça, c'est un travail qui peut se faire. Et les accompagnants, justement, essayent d'amener ces gens-là à trouver un mode de vie. Voilà. C'est une façon aussi de voir le suicide avec l'ensemble des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne peut en arriver à cette conclusion-là. Et surtout, peut-être nous apprendre aussi à vivre avec cette réalité elle est présente. Donc, on ne peut faire non plus comme si... On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Hein. Non, surtout c'est pas ça. avec les statistiques là, non, surtout qu'au Québec, il y a environ plus de 1000 suicides par année. Donc ça veut dire au moins 2 plus de 2 par jour, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on a fait un tapage médiatique pour ce qui s'était passé. Supposément que c'est nous qui aurions dans les meilleures qualités de vie, puis qu'on serait... Hein, c'est ça qui est troublant, oui. C'est peut-être la pression qui vient avec la qualité de vie que supposément on serait supposé avoir, vivant dans un monde matériel où le matériel est
L'idée, ça serait d'aller voir les pays où il y a le taux de suicide est très faible et d'aller voir leur mode de vie. Ça serait intéressant. Moi, j'ai fouillé un petit peu. Je veux que les gens le fassent eux-mêmes. On s'en va dans des extrêmes qui sont assez impressionnants. On quitte totalement notre mode de fonctionnement et puis on se retourne vers quelque chose où on a écarté complètement l'environnement dans lequel on vit et on a donné une importance humaine ou tout autre au matériel. C'est ça, le matériel prend toute la place, puis le côté humain est en train de... C'est un des points, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Mais si les gens sont intéressés par le sujet, ça serait intéressant qu'ils aillent voir un peu on ne peut ne pas terminer cette revue de presse de cette semaine sans souligner que pour ceux qui ont besoin d'aide, il existe plusieurs organismes et une structure en place au Québec pour naturellement donner un encadrement, donner des ressources et offrir peut-être des solutions à ceux qui vivent avec des personnes qui sont soupçonnés de peut-être aller dans ce sens-là, ou même pour les personnes qui ont carrément vécu le suicide de proches. Effectivement, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a, comme les chiffres ayant beaucoup augmenté, c'est sûr que maintenant c'est un peu revu à la baisse, mais quand même, le gouvernement a mis en place beaucoup d'organismes, InfoSuicide, un numéro 1-800 qu'on peut appeler. Là, je ne les citerai pas, mais c'est pour dire qu'il y a un gros effort qui est fait là-dessus. Il existe de l'aide. Puis ça a été mis en place, effectivement, après que dans les années 76, il y a eu des taux qui ont beaucoup augmenté. L'aide est présente. On va beaucoup parler des maladies mentales. C'est ça qu'on met beaucoup en avant. C'est cité dans les publicités. Et moi, je voulais juste apporter cette maladie un peu plus généralisée, ce qui serait plus notre environnement social. Et l'effet cocktail des deux, et c'est assez explosif dans le fond, ça laisse peu de chance à ça. Voilà. Et un cocktail de médicaments n'est certainement pas la solution première pour régler ce problème de société auquel on doit malheureusement faire face. C'est un sujet qu'on pourrait parler encore pendant plusieurs minutes et aborder de plusieurs façons aussi. Oui, parce que je vais citer pour quitter, justement, quand j'avais fait des recherches dans des pays où justement les taux de suicide étaient très très bas, voire quasiment nuls, la dépression est vue comme quand on a une grippe ou quand on a un rhume, c'est votre corps qui juste vous dit, vous êtes soit en train de passer une étape, soit votre corps est en train d'exprimer quelque chose parce que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Donc c'est comme un appel aussi physique qui viendrait... c'est une autre réflexion, là, que j'ai trouvé ça intéressant, de dire que les maladies ne sont pas... On essaie de les éradiquer totalement, mais elles ont leur rôle aussi à jouer au niveau naturel pour prévenir, dans le fond. Souvent, ça peut peut-être être un message de ralentir le rythme. Le but n'est pas d'éteindre tout ça, c'est de dire « Ah, voilà ce qui se passe, je le vis. Maintenant, il faut que je réfléchisse le pourquoi du comment. » Mais bon, ça, c'est un autre... Il n'y a pas une pilule pour tous les problèmes. Hein. Souvent, non, ça peut se retrouver dans notre mode de vie personnel à chacun. Donc, oui. Je voulais juste clore là-dessus, c'était fini, mais on voulait parler de l'émission. Exactement. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on voulait faire une nouvelle émission où on voulait diffuser des reportages et des documentaires libres de droit qu'on a trouvés sur différents sites Internet. Et ça s'appelle « De l'autre côté du miroir ». Tout à fait. Donc, pour les gens qui veulent en apprendre sur une panoplie de sujets différents, tu vas te faire un devoir de nous présenter ça dès la rentrée 2013. Oui, au mois de janvier. La première, ça va être... on avait discuté il y a quelques semaines par rapport au mois de novembre, les souvenirs, la guerre, tout ça. On avait diffusé un extrait de Robert Forisson, son intervention, un homme qui était très controversé en France. Et il a été interviewé par Paul-Éric Blanc-Rue qui a fait un documentaire là-dessus qui s'appelle « Un homme ». Et c'est une grande réflexion, je trouve, pour revoir un peu sous des angles différents ce qu'était la guerre et surtout la Seconde Guerre mondiale. Donc, un super de beau projet d'émission pour la rentrée 2013 dans la programmation de TVCGR. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas revenir comme bénévole en 2013. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. On te remercie beaucoup de ta collaboration. Merci à toi. Et en attendant, on patiente jusqu'à l'émission de la semaine prochaine, dernière de la saison 2012. Oui. La semaine prochaine. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je reçois en studio cette semaine Mme Diane Leboutillier, préfète de la MRC du Rocher-Percé, préfet de la MRC actuellement, mais qui a comme projet de se représenter le 3 novembre 2013
pour demander encore une fois à la population d'être préfet pour une autre période bien établie, c'est des périodes des mandats de 4 ans. Oui, ça serait pour un de mandat de 4 ans. Oui. Donc, c'est une annonce que vous nous faites en primeur sur les ondes de TV-CGR c'est aujourd'hui. C'est une annonce en primeur à la population parce ça va faire là, au 3 novembre 2013, ça va faire 3 ans là, qu'on a eu des élections pour le préfet élu au suffrage universel. Puis, ça avait été une demande qui avait été faite au maire. Il y avait une dérogation à l'Assemblée nationale. Mais là, lors de la prochaine élection, qui va avoir lieu le 3 novembre, les gens de la population vont voter pour un maire, un conseiller et un préfet. Fait que là, le mandat va être d'une durée de 4 ans. Puis, j'informe la population que je vais les solliciter pour un nouveau mandat à la préfecture de la MRC du Rocher-Percé. Naturellement, je ne profiterai pas de l'entrevue d'aujourd'hui pour faire un bilan global dû au fait que vous n'avez pas nécessairement encore terminé le travail que vous aviez peut-être déjà établi comme projet en tête. Oui. Jusqu'à maintenant, dites-moi donc, comment vous avez trouvé le défi? Je vous dirais que le défi était grand. Il a fallu se mettre, je disais, là, à la vitesse lièvre. Tu sais, c'est une tondeuse, hein, il y a 2 vitesses, tortue et lièvre. Mais là, il a fallu se mettre sur la vitesse lièvre pour prendre connaissance de tous les dossiers, puis d'avancer là, dans ce mandat-là. J'ai eu la collaboration des maires, j'ai eu la collaboration des employés de la MRC. Ça a été un beau travail, ça a été des beaux défis. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Puis les gens aussi vont pouvoir voter sur les réalisations et le travail que j'ai effectué. Donc, si je comprends bien, vous êtes parfaitement d'accord avec la démarche démocratique qui a été mise en place en y allant vers un poste que les gens se doivent d'élire. Hein? Parce que ce n'était pas la formule auparavant. Peut-être que les gens à la maison ne se rappellent pas, mais auparavant, c'était nommé à l'interne par les maires. C'est bien ça? C'est ça. Puis, et maintenant, c'est un processus qui est démocratique. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une démarche qui en valait la peine? Moi, je dois vous dire que je trouve que, personnellement, c'est une démarche qui en vaut la peine parce que c'est vraiment un travail à temps plein et plus que plein. Ça permet aussi... Ça permet aux maires de se concentrer sur leur municipalité. Puis moi, le travail du préfet aussi, c'est sur l'ensemble de la MRC. Fait qu'on a été beaucoup impliqués dans les dossiers, quand on parle au niveau du dossier du compostage, au niveau du développement touristique avec Percé l'incontournable, des représentations gouvernementales. Mais je vais avoir l'occasion là, de présenter... en cours d'année, c'est ça, dans les entrevues futures, là, de regarder au niveau du bilan. Un des avantages que vous allez avoir, et corrigez-moi si je me trompe, mais lorsqu'on se représente pour une deuxième fois, la force de l'expérience du suivi des dossiers qui ont déjà été mis en place. Oui, la connaissance des dossiers. C'est une grande force. Fait que ça, c'est une grande force. Puis je vous dirais aussi que même au niveau des employés, au niveau de la MRC-CLD, c'était tout nouveau aussi pour eux d'avoir un préfet à temps plein. Fait que ça a vraiment été un travail de collaboration. Puis moi, comme je l'avais dit au départ, c'était un joueur de plus dans l'équipe, mais il fallait que ce joueur-là fasse une différence dans le milieu. D'accord. Fait que moi, j'en fais ma propre évaluation, mais je pense que en me représentant et en sollicitant un nouveau mandat, ça va permettre aussi aux citoyens de la MRC, eux aussi, là, de faire cette évaluation-là sur le travail qui a été fait. Chose certaine, vous ne reprenez pas la même stratégie qu'on voit un peu dans le monde municipal avec M. Denis Coderre, de faire attendre les gens et créer un suspense incroyable avant que les élections se présentent. Vous, la décision est déjà prise. La décision est prise. La décision a été réfléchie. Oui. Je sais très bien dans quoi je m'embarque. Oui. Puis je pense que c'est plus respectueux pour la population tout à fait. De savoir, là, d'avoir déjà une idée là, de ce qui s'en vient. Fait que j'ai dit, on joue franc jeu et l'honnêteté jusqu'au bout. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait le cadeau de nous donner ce scoop-là sur les ondes de TV-CGR. Ça fait plaisir. Et naturellement, en ce qui nous concerne, dû à votre fonction de préfet, on va être appelé à se revoir, c'est garanti. Oui. Merci, Mme Leboutillier. Bonne journée. Eh
bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Et cette semaine, nous recevons en studio le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier, pour notre entrevue et notre rencontre mensuelle. Bonsoir, Mme Diane. Bonsoir, Mirko, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. Alors, plusieurs sujets à l'horaire de l'entrevue d'aujourd'hui. Exactement. On va débuter tout de suite avec un sujet qui est très d'actualité en ce moment, la mise en place d'une table régionale de l'assurance-emploi. Oui, exactement. Je te dirais que nous, déjà l'année passée, à la MRC, en février, il y avait une résolution là, qui avait été envoyée à la ministre Finlay parce qu'on craignait, justement, on dénonçait là, la situation qui s'en venait, puis on demandait à la ministre de respecter les projets pilotes et les services, là, les bureaux pour l'accès aux services à la population. Fait que cette semaine, il y a eu une rencontre là, de la table pour la formation d'une table régionale d'assurance-emploi, table à laquelle je vais m'impliquer, puis je vais aussi faire partie. Parce qu'on comprendra bien là, que nous, dans notre secteur, il y a 60 là, des emplois qui sont reliés au niveau là, du secteur des pêches, du secteur du tourisme, de la forêt. Puis de pénaliser nos secteurs d'emploi, puis en pénalisant aussi les travailleurs. Parce que c'est pas le fait que les travailleurs ne sont pas prêts, eux, là, à travailler sur une période continue. Mais on ne peut pas demander à un pêcheur d'aller sortir son bateau pour aller pêcher du flétan au mois de janvier. La saison de pêche est terminée. Ça fait qu'on a des emplois qui sont saisonniers, puis on a des travailleurs spécialisés qui sont aussi, là, qui occupent des emplois saisonniers. La même chose au niveau du tourisme. On sait que le tourisme, pour nous, c'est surtout dans la période d'été. Puis, la même chose au niveau de la forêt. Puis, en même temps aussi, c'est que ça vient tout déstructurer toute l'économie de la MRC, cette façon de penser-là du gouvernement, dans le sens où, si les gens ont moins de rentrée d'argent, les gens, là, ils vont dépenser moins dans le milieu, là, au niveau des commerçants. Fait que ça fait vraiment boule de neige. Fait qu'il va il y a une première des différents acteurs. Il y a une première rencontre qui est prévue le 3 décembre. Il y a un plan d'action qui va être mis en place, il y a des moyens qui vont être diffusés, puis on va informer la population, on va interpeller les gens. On le fait avec les maires. On est allé sur le pont à Camelton il y a environ un mois. Puis il y a des actions qui vont se poser à partir de janvier 2013. C'est une réforme qui est complètement déconnectée de la réalité des régions. Complètement déconnectée. Puis ça montre aussi que quand on fait des programmes où on fait des lois mur à mur sur l'ensemble sur l'ensemble du Canada, ça ne convient pas. Il y a des lois qui ne conviennent pas à des régions. Puis c'est pas seulement, je parle pas seulement de la Gaspésie, je parle de la Côte-Nord, les Maritimes. Le problème n'est pas que chez nous. Puis aussi, on va travailler avec la Conférence régionale des élus. On va travailler à faire des liens avec justement les autres communautés, le Bas-Saint-Laurent. Fait que nous sommes tous interpellés à ce niveau-là. Puis on va faire les représentations. Il y a des gens qui, à un moment donné, me demandaient « Est-ce que vous pensez que ça va donner des résultats? » Oui. Moi, je peux vous dire que si on ne fait rien, ça va nous passer en dessous du nez. Puis ça fait qu'on se doit de dénoncer, puis on se doit de prendre les moyens pour dénoncer la situation. Et surtout demeurer solidaire avec l'ensemble des personnes qui vivent les mêmes réalités que nous. Exactement. Dans cette bataille contre le gouvernement Exactement, fédéral. oui. Oui. Eh bien, en espérant que ce dossier-là, j'imagine là, que c'est un dossier qui va être chaud là, pour fin 2012 et même début 2013. Il n'y a pas de doute là-dessus. Très chaud. Les syndicats sont interpellés, les entrepreneurs sont interpellés. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens là, qui sont assis autour de la table. Là, le trou noir, là, ça va être dans le coin du mois de mars. Là, ça va être catastrophique lorsqu'on va être arrivé là. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça. Puis, tu sais, quand on parle du trou noir, tu as des gens là, qui seront probablement même pas admissibles à l'aide sociale, à la sécurité du revenu. Fait que, parce qu'on sait qu'au niveau de la sécurité du revenu, c'est calculé en fonction aussi de tes biens, de tes avoirs et de... Fait qu'on ne peut pas laisser la population, là... Fait que oui.
On le ressent déjà, là, cette inquiétude économique-là. Oui. Et les commerçants, pour avoir plusieurs clients là, au sein de la télé, on le ressent déjà et ça fait peur et on en parle et on commence à avoir un peu peur du futur en espérant que les démarches qu'on est en train de mettre en place vont Exactement. donner quelque chose. Hein? Puis on ne peut pas demander non plus à notre population. Puis moi, je l'avais dit l'hiver passé, j'avais dit, écoutez, là, on ne peut pas traiter nos gens comme du bétail. Là. Ouais. Tu sais, le dire, ben gars, on a besoin de monde qui travaille ici, ben on met le troupeau là, puis on a besoin de gens qui travaillent ailleurs, on change de troupeau de place. Ben oui. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est, on a des gens, on doit avoir le respect de nos populations, puis le respect aussi de l'économie du milieu. Laisser vivre les gens qui vivent du tourisme saisonnier ou du travail saisonnier. Oui. Laissez-leur leur dignité. Oui, puis on a beaucoup de femmes aussi. Dans le travail saisonnier, beaucoup de femmes, là, dans Les femmes sont au premier plan là, au niveau des travailleurs d'usine. Exactement. Ça fait... Puis là, on disait, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on va demander à des femmes de partir avec leurs enfants au mois de novembre pour s'en aller travailler à l'extérieur? À Rivière-au-Nord. L'école et... Puis l'autre chose aussi, c'est est-ce qu'on va demander à notre monde d'aller travailler à l'extérieur, puis pour faire venir, qu'à un moment donné, puis qu'il y ait des immigrants qui viennent occuper les postes, parce que là, un coup, le monde... Du moment que les gens sont partis, ils vont s'installer, ils ne reviendront plus. Là. Fait qu'il y a vraiment un non-sens. C'est très paradoxal. Fait qu'on a décidé là, que vraiment, c'était important de travailler ce dossier-là. Puis c'est un dossier qui se travaille de façon régionale, mais plus que ça, là, c'est même avec des liens interprovinciaux là, avec le maritime. D'accord. Maintenant, sur une note un peu plus positive, en ce qui concerne l'aéroport de Paabo, excellente nouvelle. Oui, effectivement. Le jet atterri à Paabo depuis 2 semaines. Je vous dirais que les médecins, le centre hospitalier est très content, la population aussi. Ça sauve des vies. Oui, exactement, parce qu'on sait que c'est le temps est important. Chaque minute compte. L'autre chose aussi, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on faisait aussi une étude, parce que l'aéroport de Paabo a maintenant 30 ans. Puis, effectivement, au niveau des infrastructures, fallait se positionner parce que ça ne peut pas perdurer là, de façon éternelle. Puis, les études ont été déposées. Ça a été remis aux maires. Les maires vont en prendre connaissance. Et au mois de décembre, on a une rencontre. Actuellement, on a 4 options sur la table avec du court, moyen et long terme. Fait qu'on va prendre connaissance de tous les documents qui sont en place. Ce qu'on sait avec les études qui ont été faites, c'est que l'aéroport, là, on ne peut pas, je vous dirais, dans une période de 3 à 5 ans, si on ne fait rien, là, c'est vrai, ça va être la clé sur la porte. Fait que là, les maires, on a tout ça entre les mains, on va prendre connaissance des documents, puis on va se positionner au mois de décembre pour voir quelle orientation on va prioriser. Naturellement, vous allez nous revenir en janvier pour faire le point. Exactement. Maintenant, en ce qui concerne le fameux gala de la Chambre de commerce, 5e gala qui avait lieu à la base plein air de Bellefeuille, vraiment un bel événement. Oui, ça a été un très bel événement. Puis moi, là, je vous dirais que c'était un petit peu mission accomplie parce que l'objectif que j'avais en tant que préfet, c'était de mettre en contact la direction générale de Ciment Mécanis, la fameuse cimenterie, avec les entrepreneurs du milieu. Fait qu'on comprend bien que nous, on travaille avec ces gens-là, mais tant que les gens, la population n'était pas en contact, c'est un petit peu comme désincarné, tu sais, puis les gens se disent, bon, c'est-tu vrai? Il va-tu avoir... Ben oui, c'est vrai. Il y avait au-dessus de 200 entrepreneurs qui participaient au gala. Fait que les gens ont eu l'occasion de pouvoir échanger puis de rencontrer le PDG et le vice-président aussi, poser des questions. Fait que c'est venu concrétiser là, ce projet-là. M. Mécanis qui était président d'honneur. Oui. Puis on a aussi... fait que c'est ça, c'est venu concrétiser ce projet-là. Aussi, ce que ça permet aux entreprises, c'est de dire, nous, là, on doit se mettre en mode développement parce que ça s'en vient dans notre milieu. Le plan de match demeure toujours le même. On prévoit la première pelletée de terre pour avril 2013.
Aussi, moi, là, je tiens à féliciter tous les participants, les 200 entrepreneurs qui étaient au gala de la Chambre de commerce. Ceux qui y étaient, je sais qu'il y a des gens qui auraient voulu y être, mais le nombre de places était limité, mais vous savez là, que les commerçants de la place, c'est ce qu'on appelle notre économie résidentielle. Nos entrepreneurs, dans notre milieu, ce sont des gens qui vivent chez nous, qui investissent chez nous, qui créent de l'emploi chez nous, puis on leur doit vraiment une fière chandelle parce que ces gens-là ne comptent pas les heures qu'ils mettent au travail. Puis moi, j'ai toujours dit que c'était la colonne vertébrale de la MRC. Puis tous nos entrepreneurs mis ensemble avec tous les emplois qu'ils créent, je vous dirais là, que ça fait une fichue de grosse entreprise dans la MRC. Fait que, puis j'encourage, là, parce que là, ça va être on rentre dans la période des fêtes. Oui. Fait que j'encourage vraiment là, la population à faire de l'achat local pendant la période des fêtes. Très important. Pour encourager là, nos entrepreneurs. On se doit d'être solidaires. Oui. Et puis, à la période des fêtes, on consomme toujours un peu plus et puis souvent, on va créer un peu plus de déchets. Donc, tout ça pour faire un petit lien avec le prochain sujet qui est le compostage. Oui. Ça va bien, le compostage? Oui, ça va bien, le compostage. Je vous dirais là, que le taux de participation au niveau de la MRC est de 30 %. Fait que pour un début, c'est vraiment bien. Nous, ce qu'on vise avec la population, c'est d'atteindre un taux de 70 % d'ici le mois de juin. Puis, je vous dirais que pour nous, c'est important parce qu'en juin, on va commencer quand on va faire la collecte des bacs verts et des bacs bruns. La collecte des bacs bruns va se faire à toutes les semaines. La collecte du bac vert va se faire aux 2 semaines. Fait qu'on demande aux gens vraiment, là, pendant la période d'hiver, de toute façon, des petits verres blancs, il n'y en a plus, il fait trop froid. Fait que de continuer d'apprivoiser le bac. Il faut se pratiquer Puis, parce vraiment que... se pratiquer. Ça va devenir important de ne pas tout mettre dans le bac vert cet été parce qu'aux 2 semaines, là, le bac vert va se promener tout seul. Ah, il va être grouillant de vie. C'est le moins qu'on puisse dire. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une question de coût reliée à ça. Oui, puis ça, c'était très intéressant, ça. Quand on fait du compostage, la tonne pour le traitement des matières compostables, ça nous revient à 80 $ la tonne au niveau du transport et traitement. Quand on envoie dans le bac vert, au lieu d'enfouissement technique à Gaspé, le coût de revient est de 125 $ la tonne. Fait qu'il y a 40 $ de différence entre le compostage, entre le bac brun et le bac vert. Fait que vous comprendrez là, qu'on prévoit au site de compostage 14 000 tonnes. Fait que les gens feront le calcul, 14 000 tonnes à 40 $, ça commence à faire des sous qu'on peut investir chez nous. Là. Oui, tout à fait. Ça fait que c'est aussi une question de sous. Ça fait qu'on demande aux gens, là, on a besoin là, de la collaboration. Et jusqu'à maintenant, au niveau du compostage, là, ça fonctionne bien. Je pense qu'on a réussi à atteindre une qualité de produit là, qui est assez impressionnante. Oui, parce qu'on est allé faire des échantillonnages et on a l'échantillonnage vraiment là, au niveau du compost, là, c'est qualité supérieure. Fait que je dis aux gens, on se prépare pour l'été prochain, les jardins, les fleurs, on va avoir du compost disponible dans la MRC. Bien, Madame Leboutillier, ça va terminer notre première étape de notre entrevue habituelle mensuelle. Cette fois-ci, on va appliquer une nouvelle formule. On va se revoir la semaine prochaine pour parler d'autres sujets très importants pour le développement de notre MRC. Donc, merci de votre présence à l'émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonjour. Rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant au studio de la télévision communautaire de Grande-Rivière Mme Isabelle Tremblay, chargée de projet pour le projet MADA, et M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, Claude? Donc, la raison de notre rencontre aujourd'hui dans les studios de TVCGR, c'est de parler du projet MADA et peut-être débuter en donnant une petite définition de ce en quoi consiste l'abréviation MADA. Eh bien, MADA, ça veut dire Municipalité Amie des aînés. C'est une démarche qui consiste en plusieurs étapes qu'une ville doit traverser pour obtenir une accréditation du ministère de la Famille et des aînés.
Et tout ça dans le but, bien sûr, d'améliorer la qualité de vie générale de l'ensemble des aînés qui vivent au sein de notre municipalité de Grande-Rivière. Exactement. Et depuis peu, il y a un comité, M. Stevens, qui a été mis en place. Hein? Oui, Mirko, depuis le mois de juin, il y a un comité qui est mis en place. Puis je vais vous nommer les noms des personnes. Il y a eu une dizaine de rencontres, au moins 10 à 12 rencontres, pour mettre ces choses-là en place. Il s'agit de Sylvie Baudin, Mélène Kopp, Isabelle Tremblay, Jean-Claude Bisson et André Baudin, qui est le responsable. C'est lui qui chapeaute le tout. Et c'est un comité qui est déjà au travail à l'heure où on se parle. Hein. À la dernière assemblée municipale, il y avait même eu un peu de sensibilisation allant dans ce sens-là. C'est ça. Puis, l'information qui est donnée pour la consultation populaire, on en parlait tout à l'heure, qui va avoir lieu à la fin de semaine. Oui, à la fin, on va en parler à la fin de l'entrevue. Donc, Mme Tremblay, peut-être parler de ce à quoi ça ressemble sur le terrain, les interventions de MADA. Ça peut jouer de quelle façon sur la qualité de vie de nos citoyens aînés dans la ville de Grande-Rivière? Eh bien, d'abord, j'aimerais vous dire que depuis 2009, c'est 322 municipalités qui ont été accréditées MADA. Qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, ça peut orienter le travail municipal dans le choix des actions et des orientations au niveau de l'administration publique, de l'aménagement urbain, que ce soit d'améliorer les parcs, d'améliorer l'éclairage, améliorer le transport, construire des logements pour les aînés, tout autre besoin qui pourrait ressortir à la consultation publique ce week-end-là au Club L'Âge d'Or d'Amitié. Donc, c'est tout ce qui entoure, en fin de compte, la qualité de vie de nos aînés. Et c'est de se donner là, les moyens pour pouvoir répondre le mieux possible. La qualité de vie, mais plus précisément le vieillissement actif. Parce que c'est une réalité auquel on fait face, il ne faut pas se le cacher. Et Grande-Rivière tient à suivre le train dans ce projet-là et embarque avec au-delà de 300 municipalités. C'est une mission qu'on se donne d'embarquer dans le train et d'arriver à bon port, et le bon port étant une qualité de vie améliorée pour les aînés. Nécessairement, on ne veut pas être en reste. Puis sur le comité, j'ai dit, il y avait Mme Éliane Beaulieu qui est secrétaire. C'est pour ça que la municipalité est représentée activement sur ce comité. Et puis nécessairement, c'est la municipalité qui va mettre en place ces choses-là qui vont avoir lieu après la rencontre de consultation samedi. D'où l'entrevue d'aujourd'hui, de vraiment sensibiliser les gens à participer à cette démarche démocratique-là qui va permettre aux aînés de pouvoir s'exprimer et parler de leurs besoins respectifs. Cette rencontre-là va avoir lieu quand? Donc, on peut dire avant que le vieillissement actif, c'est une force pour Grande-Rivière, OK? C'est une force. Et puis, nous apprécierions que vous venez en grand nombre samedi au Club L'Âge d'Or Amitié à 13h30 pour cette consultation populaire afin de se donner des moyens pour mettre en place, pour que Grande-Rivière soit accréditée municipalité amie des aînés. Parce que c'est la démarche. Oui, on veut prendre les pouls de toutes les actions qui vont être prises. Ça va être mis en place. Et puis, la municipalité, après ça, le comité va donner sa municipalité, puis tout ce qui a été décidé, et puis on va prendre les points forts là-dessus, puis on va pas dire parce que ce sont les gens, les personnes de 50 ans et plus, c'est eux autres qui vont décider des actions que la municipalité va prendre. C'est ça qui est important, la consultation, et non pas la municipalité imposer des choses ou faire des choses. Ce qui va se passer, ce sont les gens de 50 ans et plus qui vont dire qu'est-ce qu'ils veulent. D'où l'importance de venir en grand nombre. Oui, parce que c'est là où les bases de construction du modèle... Parce que dans la MRC du Rocher-Percé, les personnes de 65 ans et plus représentent 20 de la population. Puis nous, dans notre secteur de 50 ans, les personnes de 50 ans à 65 ans représentent 20 de notre population. Et puis ça va doubler, puis même tripler avec plus que le temps avance. On prévoit qu'en 2050, là, ça va tripler. Ça fait qu'une grande partie de notre population, ce sont des gens, des personnes de 50 ans et plus. D'où l'importance de s'outiller convenablement et surtout de bien sonder là, les opinions de chacun et de vraiment bien répondre à leurs besoins respectifs que sont les personnes aînées. Donc, c'est un rendez-vous, on rappelle l'heure et l'endroit? Au Club L'Âge d'Or Amitié, samedi, le 8 décembre, à 13h30. Aussi, c'est pour permettre aux gens
de vivre dans leur maison aussi, dans leur demeure, Oui. et de demeurer actif. C'est ça qui est important. On vit bien lorsqu'on demeure actif. C'est pour prendre conscience de ça. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence à l'émission et j'imagine qu'on va avoir l'occasion de se revoir un peu plus tard, sûrement en 2013, peut-être pour faire le point et savoir où on en est rendu dans le dossier. Ce serait plaisant. Donc, au plaisir de se revoir. Merci. Merci de votre visite. Merci. Bonsoir. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, à notre émission, nous recevons M. Philippe Couillard, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement libéral. Alors, bonsoir, M. Couillard. Bonsoir. Bienvenue à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux d'y être. M. Couillard, vous n'en êtes pas à votre première visite à Grande-Rivière, je crois. Non, quand j'étais tout petit, mon père venait enseigner à la station de biologie marine qui était sur le quai, la station de l'Université de Montréal. Ah, oui. Et là, j'avais 3, 4, 5 ans. Il m'amenait chaque printemps, j'ai encore des souvenirs merveilleux de ce temps-là. Il m'amenait voir le déchargement des poissons à Rivière-au-Nord. On allait sur la berge voir les poissons qui étaient pris. Dans ce temps-là, il y avait pas mal de poissons, hein? Les poissons qui étaient pris à marée basse. Puis je suis venu l'été dernier pêcher le saumon sur la Grande-Rivière. Donc, vous connaissez un peu le territoire de la Gaspésie. Un peu, mais bien sûr, je ne suis pas gaspésien, mais je connais quand même. Maintenant, ce qui concerne la raison de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'en connaître un peu plus sur votre vision globale sur le projet que vous avez de devenir le chef du Parti libéral du Québec. Est-ce que vous pensez renouveler le parti ou tout simplement continuer sur le travail qui a déjà été entamé par vos prédécesseurs? Le parti a besoin d'un renouveau et d'une réforme profonde. C'est un parti qui, sans mauvaise intention, au fil des années, a glissé vers une centralisation très importante, beaucoup de dirigisme, beaucoup d'actions dirigées du haut vers le bas, l'impression pour les militants d'être à distance, de ne pas être impliqués, de ne pas disposer du soutien du parti, particulièrement dans les régions comme la Gaspésie. Alors, il faut décentraliser ce parti, donner des moyens aux régions, retirer un peu de moyens au central, donner des moyens dans les circonscriptions, dans les régions pour animer les membres, recruter de nouveaux membres et surtout faire en sorte que les membres du parti participent réellement au débat d'idées, en leur donnant l'assurance que les résolutions qu'ils sélectionneront ensemble dans leur région seront soumises à la discussion de tous les membres lors des congrès du parti. Lorsque vous parlez de donner plus de pouvoir aux régions, est-ce que vous parlez au niveau des MRC? Mais là, on parle du gouvernement quand on dit ça. Moi, je parle du Parti libéral. Oui. Mais pour le gouvernement également, on doit mettre en marche une décentralisation plus poussée. Le destinataire final, je crois, va varier selon les programmes. Ça peut être une municipalité si c'est une très grosse ville, ça peut être la MRC, ça peut être la CRE, si on veut agir au niveau régional. Mais ce qui est important de garder comme principe, c'est que décentralisation, oui. Le principe de subsidiarité, un grand mot qui veut dire que les services sont toujours mieux administrés près des citoyens. Donc, on peut déplacer les ressources, mais il faut également déplacer l'imputabilité. Alors, en clair, ce que ça veut dire, c'est que si une région veut administrer un programme, il faut qu'ils règlent les problèmes entre eux-mêmes. Et ça ne peut pas toujours revenir à Québec pour faire de l'arbitrage. Donc, c'est très important. Ceci étant dit, je suis un grand partisan du régionalisme et de la décentralisation. Le budget a été déposé aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi de ce budget-là? Et c'est un budget qui, sous certains égards, est mieux que ce qu'on craignait, dans le sens qu'il y a eu des hausses d'impôts, malheureusement, puis elles sont moindres que ce que beaucoup laissaient anticiper. La Caisse de dépôt garde sa mission, le Fonds des générations est préservé, les crédits d'impôt pour investissement des manufacturiers demeurent. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Cependant, il y a toujours un mais, c'est un budget qui ne transmet pas de vision de développement économique, qui pourrait même causer un ralentissement économique si on ralentit autant les investissements dans les infrastructures, par exemple, dans une période où l'instabilité économique mondiale va être importante, particulièrement au sud de notre frontière. Alors, dans ces périodes-là, on a besoin de maintenir un niveau d'investissement en infrastructure constant, assez élevé, pour permettre à l'emploi de se préserver, puis à l'activité économique de se faire, et également préserver la qualité de nos infrastructures. Est-ce qu'on a toujours le moyen de nos ambitions? On le voit à chaque budget, on dit toujours qu'il faut se serrer la ceinture. Là, ce qu'on voudrait toujours, c'est donner plus d'argent, mais on les force d'avouer, de prendre conscience qu'on n'a peut-être pas le moyen de nos ambitions. La première chose à dire, c'est qu'il faut que l'argent des contribuables soit bien géré de la façon la plus efficace possible. C'est-à-dire continuer à diminuer la bureaucratie, à favoriser les services, avoir un encadrement qui est le plus efficient, le plus efficace possible, puis surtout regarder la chose de l'autre côté. Là, on parle toujours de la colonne des dépenses, là, et c'est certain qu'il faut contrôler nos dépenses gouvernementales, c'est très important. Mais on doit également faire en sorte que l'économie devienne plus productive, qu'elle génère plus de richesses pour faciliter nos ambitions, la réalisation de nos ambitions. Ça passe par exemple par des programmes tels que l'allègement de la fiscalité des petites et moyennes entreprises,
Ça passe par la réintégration. Je regrette d'ailleurs que le budget du Parti québécois ait éliminé ce programme-là, les crédits d'impôt, pour garder les travailleurs plus âgés au travail. C'est important. On a besoin de garder nos gens dans le milieu du travail. Tout ça fait en sorte d'avoir une vision très large et très, très bien définie du développement économique et de la productivité. Et la productivité, je termine en disant que ça passe aussi par l'innovation. Et ici, en Gaspésie, c'est assez admirable la quantité d'innovation que j'ai pu constater lors de ma visite dans des domaines aussi variés que les pêcheries et l'éolien, par exemple. Justement, parlons un peu plus particulièrement de la Gaspésie. Oui. Vous voyez comment le développement de la Gaspésie? On parle toujours de ressources naturelles, naturellement, le tourisme, mais ce n'est pas les deux seuls aspects qu'on peut développer. Là. Mais retenons d'abord l'histoire de succès assez remarquable de la région. Moi, je me souviens très bien, vous aussi peut-être, quoi vous êtes plus jeune que moi, de l'époque où les taux de chômage étaient excessivement élevés, dépassaient les 20 %, le niveau de pauvreté absolument terrible, et on a complètement changé ça. Bien sûr, il y a encore du progrès à faire, mais on n'est plus du tout dans les mêmes zones. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, je pense que le coup de départ, ça a été la décision de concentrer en Gaspésie le développement de l'énergie éolienne, de l'industrie éolienne. Également, la poursuite du développement des infrastructures, tous les travaux qui ont entouré l'exploitation des ressources naturelles. Puis on est à l'aube d'une nouvelle ère avec possiblement le début de l'exploitation des hydrocarbures sur la péninsule gaspésienne qui pourrait vraiment là, apporter le prochain pas de développement pour la Gaspésie qui va ramener le taux de chômage dans la moyenne québécoise, puis même peut-être même inférieur. En ce qui concerne la réalité de vivre en région en tant que telle, que ce soit au niveau de la formation, l'accessibilité à des argents, l'accessibilité à justement la ressource en tant que telle, est-ce qu'on a des chances de pouvoir s'en sortir sur un long terme d'une manière ou d'une autre? Bien, d'abord, je suis sensible à ça, parce que moi-même, j'habite en région, j'habite au Lac-Saint-Jean, qui est une région, vous savez, même un peu plus mal prise par certains égards. Nous, notre population diminue encore, tandis que chez vous, ici, la population est en croissance modérée, mais en croissance tout de même. Pour ce qui est de l'enseignement, bien, j'ai été impressionné par constater le dynamisme des milieux d'enseignement, particulièrement du cégep, de Gaspésie-les-Îles, qui s'est donné des programmes exclusifs. D'une part, avec un programme comme le tourisme d'aventure, par exemple, à Gaspé. Je pense qu'on pourrait faire de même dans les succursales du cégep, particulièrement aux îles de la Madeleine, pour les milieux marins, par exemple. Il y aurait de quoi attirer la jeunesse, non seulement garder notre jeunesse locale, mais faire venir des jeunes d'ailleurs pour venir étudier dans la Gaspésie aux îles de la Madeleine. J'ai remarqué également avec beaucoup d'intérêt à quel point le cégep joue son rôle de transfert technologique avec le technocentre éolien que je suis allé visiter cet après-midi. Une belle histoire de succès. En ce qui concerne les organismes communautaires, maintenant, on arrive déjà vers la fin de l'entrevue. Les organismes communautaires, en général, ils vivent beaucoup de sous-financement, étant donné qu'on est la deuxième MRC la plus pauvre au Québec. Ce sont des organismes qui ont vraiment besoin de beaucoup d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez une solution pour régler le problème de financement? Vous savez que la grande majorité des organismes communautaires sont rattachés au ministère de la Santé et des Services sociaux, donc c'est une réalité que je connais bien. Leur rôle est très important. C'est un complément aux services qui sont offerts par les réseaux publics. Cependant, il faut tenir compte pour tout le monde des réalités des finances publiques. Lorsqu'on diminue les budgets des ministères, souvent, parallèlement, ceux des organismes communautaires suivent. Par contre, moi, je suis très fier, à l'époque où on était là, d'avoir minimalement indexé chaque année l'enveloppe des organismes communautaires. Il faut s'attendre également de leur part, puis je pense qu'ils sont d'accord, malgré leur indépendance qui est absolument essentielle, d'avoir une forme de reddition de compte entre l'organisme communautaire et le payeur. Je pense qu'eux-mêmes, dans la grande majorité des cas, n'ont aucune objection quant à cette idée-là. Pour ce qui est des réalités des télévisions communautaires, qui sont vraiment des entreprises d'économie sociale, qui ont une réalité très difficile et qui ont peut-être été un peu oubliées dans les 10 dernières années, est-ce qu'on peut penser à avoir la chance d'avoir un ajustement au niveau de notre financement? Au-delà du financement, qui est toujours un enjeu, là, je pense qu'une réorganisation de façon à donner une véritable plateforme québécoise aux télévisions communautaires s'impose. Vous n'êtes pas sans savoir certainement que Mme Saint-Pierre, dans le précédent gouvernement, avait déposé un projet de plateforme web à Télé-Québec pour les médias communautaires. Je pense que c'est une excellente idée. Je souhaite que le gouvernement actuel pousse ça, mette ça de l'avant, parce que ça va donner une voix aux médias locaux et régionaux, qui souvent, malheureusement, est noyé dans les grands médias québécois. Tout à fait. Donc, je vous remercie beaucoup de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière et au plaisir de se rencontrer encore une fois pour discuter d'économie et discuter de développement aussi. Ce sera un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement à l'intérieur de votre émission Reflet d'ici. Toujours avec nous pour animer cette capsule, Mme Jocelle Cauvier. Et cette semaine, nous allons parler du sable. Alors, bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, le sable, on va le voir sous un autre œil, disons.
Bien, ça a l'air de rien, hein. Il y en a partout en Gaspésie, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant d'en connaître davantage. Puis pendant que j'en parle, les gens vont voir, j'ai pris soin de trouver des photographies assez impressionnantes de grains de sable au microscope. Donc pendant que je parle, vous allez voir toutes sortes d'images défiler. Donc allons-y avec les différentes images à regarder. Donc, pour commencer, bien, les grains de sable, c'est entre 0,05 mm et 2 mm. Donc, ce n'est pas des roches. C'est pas n'importe quoi. C'est ça que j'ai appris en faisant la recherche parce que je vais vous dire, bien franchement, moi, il y a du sable puis tout le reste, c'est des roches. Mais c'est pas ça. Ah non? Non, c'est ça. Donc, on a le sable. Si c'est plus fin que ça, on va appeler ça du limon. Si c'est plus fin que du limon, on va appeler ça de l'argile. Si on faisait une comparaison rapide, là, Brèche-Menon versus plage de Sainte-Laïde. Bien, au niveau, c'est que, par exemple, la brèche à Manon, selon les endroits, tu vas avoir du sable beaucoup plus fin, puis tu vas avoir du sable beaucoup plus grossier. Sainte-Adélaïde, je dirais que le sable est plus fin. On le qualifierait de quel nom, celui de la Sainte-Laïde? Limon? De sable fin. Non, Sable non, fin? c'est du sable. C'est plus petit encore que oui, le sable bien, fin? les gens ont vu à l'écran une image bon. qui vraiment compare un grain de sable avec un grain de limon, d'argile. Il y a vraiment une très grosse différence. Ah bon. Donc, les plages en Gaspésie, la majorité, c'est vraiment du sable. Mais comme je vous dis, il peut être plus ou moins grossier, plus ou moins fin. Donc, au-dessus d'un grain de sable, donc au-dessus de 2 mm, on va appeler ça du gravier. On a du gravier fin, du gravier gros. Au-dessus de ça, on appelle ça un caillou. Puis au-dessus d'un caillou, on appelle ça une pierre. Bon. Donc, j'ai vu que c'était pas toutes des roches. On va se démêler maintenant. Puis, quand on parle de la terre de jardin, bien, en fait, c'est un mélange de sable, de limon et d'argile, selon différentes proportions. On va dire qu'une terre est plus argileuse, par exemple. Donc, je ne connais pas le jardinage, mais je sais que... Ouais. Que pour chaque chose que tu veux faire pousser, il y a une terre qui c'est doit mieux être d'avoir apprêtée de façon adéquate. C'est ça, d'avoir une telle proportion. Oui. Ensuite, les constituants, bon, ça vient d'où le sable? C'est pas apparu là comme ça. En général, ça va venir de l'érosion. Donc, ça vient de l'érosion des roches qu'il y a aux alentours, les falaises, les grosses pierres. Puis, c'est ce qui va déterminer la couleur, le type de sable qu'on va retrouver sur une plage. En général, ça va être fait à partir de granit. Parce que le bouclier canadien, si on veut, là, il y a beaucoup de granit en Gaspésie aussi. Puis le granit, le matériau le plus solide, si on veut, le plus durable, ça va être le quartz. Ce qui fait que la plupart des plages, le principal constituant, ça va être le quartz. Le quartz, c'est un minéral qui va être blanc, mais il peut avoir différentes teintes. C'est mélangé avec des impuretés, si on veut. S'il y a du fer, il va être plus rouge ou noir. Donc, vous avez le quartz. Le deuxième constituant, ce que j'aurais pas cru, honnêtement, ça va être des morceaux de coquilles, de corail, ça peut être des épines d'oursin. Les gens voient des images à l'écran, c'est fascinant là, parce que à l'échelle microscopique, on voit vraiment, là, on voit très bien les épines et tout ça. On peut deviner d'où on peut, ouais, facilement, on peut deviner d'où ça vient. Donc, c'est des choses qu'on peut trouver, mais on peut trouver également dans le sable des pierres semi-précieuses. On peut trouver de l'or. Les gens vont voir une image à l'écran d'un saphir. C'est sûr qu'à cette dimension-là, on ne se fera pas de bijoux avec. Ce n'est pas utilisable, là, mais c'est quand même très joli. Les gens vont voir aussi du sable de grenat qui peut être magnifique de différentes couleurs. Donc, on peut trouver, je pense, à peu près 180 minéraux différents dans le sable. Donc, c'est... Ça peut devenir peut-être même intéressant d'analyser le sable qu'on a sur le bord des plages gaspésiennes avec un microscope. Bien, les gens vont peut-être le voir différemment. Oui, là, parce que je n'ai jamais pensé à faire l'exercice. Non, mais c'est ça. La recherche d'agates, point. Bien, c'est ça. Bien, on peut trouver aussi des mini-agates en grande quantité dans le sable. Donc, la couleur va être différente, comme je disais, selon, il peut y avoir des impuretés. Il y a 8 couleurs différentes. Après ça, il y a des milliers de variantes. Donc, on va parler de sable blanc. Vous allez voir une image d'Australie. C'est magnifique. Ensuite, on a le sable blond. L'image que vous voyez, c'est de Cap-Vert. Ici, en Gaspésie, il y a beaucoup de sable blond. Ensuite, vous avez du sable brun, d'une plage en France. Le sable brun aussi, on le trouve assez... Nous, c'est pas mal blond-brun, un mélange des deux. Ensuite, vous allez avoir du sable noir d'Hawaï, qui est assez dépaysant. Vous avez du sable gris. L'image que vous voyez, c'est les Martiniques.
Ensuite, vous avez du sable vert, un des plus rares, si on veut, d'Hawaï aussi. Vous allez voir une image encore d'Hawaï de sable rouge et finalement une image des Caraïbes de sable rose. Donc, l'endroit où aller si vous voulez collectionner le sable, c'est Hawaï. C'est vraiment... on va trouver différentes variétés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on reprend le sable blanc, c'est quoi? Vous allez voir des images prises au microscope. Ça peut être, par exemple, du calcaire, ça peut être du gypse, ça peut être du quartz assez pur qui est transparent. Si vous avez du sable noir, ça va être de la roche volcanique. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup à Hawaï, parce qu'il y a beaucoup de volcans. Ça peut être aussi de la magnétite, qui est du sable aimanté. L'image que vous voyez, vous allez voir, c'est assez particulier, c'est qu'on a mis un aimant. C'est du sable, entre autres, qu'on va trouver aux îles de la Madeleine. Ah oui. J'y suis jamais allée, là, mais c'est ça. Ensuite, il y a le sable vert dont je vous parlais. C'est de l'olivine, qui est encore une fois un minéral qu'on va voir au niveau des volcans. C'est la raison pour laquelle on va trouver aussi à Hawaï. Vous avez évidemment beaucoup d'autres, vous allez voir défiler des images de sable microscopique de différentes couleurs. J'ai déjà regardé ici le sable pour m'amuser. C'est assez varié, ce n'est pas une couleur uniforme, c'est assez varié. Puis, si vous voulez voir du sable très particulier, c'est Saint-Maurice de l'Échourie. C'est du sable poivre et sel. C'est vraiment blanc et noir, c'est assez particulier. Ensuite, on a différents types. Vous allez voir à l'écran une image qu'on appelle du grès. Vous en avez sûrement déjà vu sur la plage. C'est des espèces de petits cailloux, si on veut. Ça ressemble à un tas de sable qui se serait solidifié ensemble. Bien, c'est carrément ça. Avec les années, ça va faire vraiment des petites pierres. Fusionné. Ça peut être des pierres assez énormes aussi. Ah oui. On a le sable bitumineux, malheureusement, qui n'a pas très bonne réputation, qui est du sable mélangé avec de l'argile, du pétrole et de l'eau. On peut avoir aussi des plages de verre. J'en ai parlé dans une précédente émission. C'est un endroit où on jetait beaucoup les déchets. On n'avait pas trop de conscience écologique, donc on jetait les déchets sur le bord des falaises. Puis, tout le morceau de verre, on finit par se briser avec le temps, puis s'échouer sur la plage. Donc, la plage, c'est carrément des morceaux de verre comme on trouve ici, mais seulement ça. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est en Californie. Donc, je pense qu'on peut conclure que pendant une certaine époque, la mer a été notre poubelle. Et par expérience, parce que moi, je collectionne le verre, je collectionne aussi les roches, et on a ce qu'on appelle des dompes. Ici, il y a des endroits en Gaspésie que j'ai identifiés que c'était des dompes. Tu trouves vraiment du verre, n'importe quoi. Tu peux trouver des bouteilles de déchets médicaux. Tu peux trouver du verre qu'on utilisait dans la maison, dans les restaurants. Donc, tu sais que... Puis souvent, c'est très étroit. Ça peut être même pas, je sais pas, même pas 1 kilomètre de plage, qu'il y a une dompe dans le fond de la mer, vraiment pas loin. Ça a une très grande valeur historique. J'ai trouvé du verre de 1700, mais tu te dis que dans le temps, ouais. Ça fait du bien de voir un bac brun, un bac bleu puis un bac vert. Voilà, c'est mieux. Ensuite, il y a des plages, pas toutes les plages qui ont du sable, il y a des plages de galets. Peut-être moins intéressant de marcher dessus. On a des plages artificielles, vous allez voir une image, c'est carrément fou. C'est au Japon. On a vraiment fait une espèce de dôme, puis on a fait à l'intérieur du sable. On a mis du sable partout. La mer, c'est à s'y méprendre que c'est une plage. Ah, oui. Ensuite, on a le désert, évidemment. Là, je parlais plus du sable des plages. La différence, c'est que le sable du désert, évidemment, ne va pas contenir de coquillages. Il peut contenir des petits morceaux de fossiles, mais pas la même proportion de coquillages, de corail, de trucs comme ça. Le sable du désert est généralement plus mat. Il est moins luisant. C'est du sable qui va être plus rond que le sable de plage. Et parce qu'il est plus rond, il va s'écouler plus facilement des mains. J'ai jamais eu de sable du désert dans mes mains, mais ça a l'air que c'est beaucoup plus doux, ça s'écoule vraiment bien. Donc, pourquoi il y a du sable dans les déserts? Ça peut être 3 choses. Ça peut être de l'érosion, comme je viens de vous expliquer. La roche finit par s'effriter. Ça peut être qu'il y avait une mer il y a très longtemps, puis la mer a disparu, puis a laissé un peu de sable comme ça. Ou ça peut être tout simplement que c'était un sol normal de la terre qui a perdu toute son humidité. On en parle des fois là, des
des terrains qui, s'il y a trop de culture, on coupe trop les forêts, là, bien, ça va se transformer en dunes de sable. Donc, les dunes vont faire un angle de 30 degrés. Pour ça que sur les images, ça se ressemble pas mal toutes. C'est qu'à partir de 30 degrés, bien, le sable va faire une avalanche, si on veut. OK. Il y a bien sûr les tempêtes de sable. Les gens vont voir 2 images à l'écran. Ça se produit lorsqu'il y a des vents très, très violents. Puis, par exemple, une tempête de sable au Sahara, on peut trouver des grains de sable du Sahara jusqu'en Amérique du Sud. C'est de dire à quel point là, ça voyage, Se promener dans l'atmosphère. ça se voyage en l'air. Et puis, c'est pas facile de stopper l'évolution d'un désert. Hein? Non, quand ça a pris de l'ampleur, c'est un peu une roue qui tourne. Pour certaines régions, c'est un fléau. Là. C'est un véritable fléau. Puis ici, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, mais la grande crise économique qu'il y a eu de 1929, ça a été en partie causé par la désertification. C'est que les colons qui étaient au Canada et aux États-Unis, je parle de colons colonisateurs, je précise, qui étaient donc en Amérique du Nord, ils ont décidé d'abattre beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Donc, lorsqu'il n'y a plus d'arbres, ce qui se passe, c'est que les arbres, leurs racines vont garder la terre, si on veut. Ça va éviter que la terre, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a de l'eau, bien, que la terre s'en va, puis finalement, ça laisse la roche en dessous. Même problème sur le bord des lacs, sur le bord de rivières. Exactement. Ce qu'on a découvert dans les 50 dernières années. Exactement. Donc, on ne savait pas dans ce temps-là. On coupait beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts, puis aussi, on prenait les prairies, on en faisait la culture, mais de façon très intensive. Puis encore une fois, les prairies aussi, c'est un écosystème qui est important pour garder la terre en santé, pour éviter la désertification. Ce qui s'est produit, c'est qu'il s'est mis à avoir des déserts un peu partout à cause de notre culture, puis la coupe des arbres. Puis à cause de cette désertification, il y a plein d'entreprises, de fermes qui ont fait faillite, qui a contribué à la grande crise de 1929. C'est quelque chose que je ne savais pas. Là, Moi non plus, c'est vraiment intéressant. Que j'ai appris en faisant la recherche. Et il faut apprendre de ces erreurs-là. Exactement. Bien, justement, le Canada, ça a été un des premiers endroits où on a appris à bien faire la culture, la rotation des champs, des trucs comme ça, là, parce qu'on avait appris de nos erreurs. Ensuite, il y a le sable chantant. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Puis je vous invite à aller sur YouTube. Vous pouvez marquer sable chantant, dune chantante. C'est quelque chose qu'on trouve à peu près dans une centaine de plages dans le monde. Puis dans les déserts, il y a peut-être une trentaine de déserts dans le monde qu'on va voir. C'est complètement fou. Là. Vous marchez dans le sable, puis ça fait un bruit assez fort. Ah, ouais. Ça peut être plus de 100 décibels. À quel endroit tu disais? Bien, l'endroit là, que j'ai vu, moi, par exemple, vous pouvez écrire sur YouTube « Brésil, sable chantant ». Ça va vous amener à une vidéo faite par un Québécois. Ah oui? C'est tout à fait incroyable. Puis, une des plages près d'ici qu'on peut trouver ça, c'est à l'île du Prince-Édouard, à ce qu'on appelle Souris, la ville de Là, Souris. j'ai déjà été là. Bon. C'est là que tu prends le traversier pour aller aux îles de la Madeleine? Exactement. Oui. Donc, ça, c'est une des plages. Puis, c'est faux que vous marchiez, que vous mettez les mains. Ça fait un bruit très, très caractéristique. Donc, je vous invite à aller voir ça. On ne sait pas pourquoi. J'ai embarqué trop vite dans le bateau. Dès la prochaine fois, tu vas te promener sur la plage un petit peu. C'est ça, oui. Mais sois certaine que je vais l'essayer. Oui. Donc, c'est un phénomène qui existe. Puis, quelque chose qu'on ignore aussi, c'est que le sable, c'est le principal ingrédient dans la fabrication du verre. Le principal ingrédient du verre, c'est la silice, donc le quartz. Puis c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer, là, du sable. Qui devient de la vitre. Oui, puis il y a des recettes. Il y a des gens qui fabriquent leur propre verre en allant chercher. Mais c'est pas simple, là. C'est des gens là, qui ont quand même des années d'expérience. C'est une science. C'est une science. Puis, bon, pour terminer, s'il y a quelque chose qui vous intéresse au niveau du sable, c'est une passion pour beaucoup qu'on appelle l'arénophilie. C'est un terme que je ne connaissais pas. Donc, il y a des collectionneurs, vous allez voir des images. Il y en a une image qu'il y a quelqu'un qui a 8000 échantillons, qui ramasse un peu partout à travers le monde. Puis, il y a le club de minéralogie qui est ici à Pabot, proche du poste de police. Je vous invite à le visiter. Ils ont une très belle collection de sable de la Gaspésie, puis aussi un peu dans les pays du Sud. Et c'est incroyable à quel point ça peut être, par exemple, 2 plages de Grande-Rivière, le sable, et pas la même couleur.
C'est quand tu les compares, que tu as deux tubes à côté de toi, que tu vois vraiment. Tu vois la différence. Puis eux, donc, ils ont la plupart des villages gaspésiens là, dans des Ils sont tubes. répertoriés. C'est incroyable, incroyable là, de voir. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine d'aller visiter. Puis, un dernier conseil, c'est quelque chose que je vois souvent les gens faire. Ils vont aller sur la plage en vacances, ils amènent leur appareil photo, leur caméra vidéo, leur cellulaire, laissent ça dans le sable. C'est quelque chose qui est très dangereux pour les équipements. Tu travailles avec des caméras, c'est ça. Mon père, qui répare de temps en temps des appareils photo, on lui amène souvent un appareil qui a un grain de sable qui s'est logé à l'intérieur. Puis c'est quelque chose qui peut carrément briser. Complètement pas réparable, même si c'est juste un grain de sable. Donc... Quand on dit ça ne prend pas de grain de sable dans ton engrenage. Dans ton engrenage, mais c'est exactement ça. Oui. Donc, faites attention de ne pas déposer directement là, si vous tenez à votre équipement. Bien, voilà une capsule de divertissement qui était fort intéressante encore une fois cette semaine. Et puis, ce que je retiens de cette capsule-là, c'est que lorsqu'on va regarder 2 châteaux de sable qui ont été faits par un artiste sur le bord de la plage, et puis un robot être pareil, identique au niveau visuel, si on l'analyse de près, c'est fort probable qu'il soit différent. C'est une très belle image. Oui. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre capsule la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on se laisse sur des images du marché de Noël qui avait lieu à la Polyvalente de Grande-Rivière en fin de semaine. Et je vous rappelle de toujours continuer à jouer au bingo de la télévision communautaire tous les dimanches, 12h30, 1 500 $ en prix chaque semaine. Et n'oubliez pas que lorsque vous jouez à ce bingo, vous nous aidez à vous offrir la programmation locale que vous voyez chaque semaine sur les ondes de TVCGR. Et pour ceux qui veulent nous regarder sur le web, eh bien, c'est possible au www.tvcgr.com. Et lorsque vous arrivez sur le site, l'ensemble des émissions sont disponibles. Vous pouvez les regarder à l'heure et au moment où bon vous semble, bien sûr. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Tes vers sommaires et leur fidèle ombrage, de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Mon beau sapin, tes vers sommaires m'offrent la douce image.
mon Dieu, encore. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, mois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. On est en train de bâtir. Beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Joli sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Que Noël planta chez nous, tu répands la lumière. Beau sapin, tes verts sommets et leurs fidèles ombrages, de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Jean-Benoît? Tes verts sommets offrent la douce image. Vous passez à cadeau. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Et quand la neige blanchit tes traits, que ta verdure disparaît, mon beau sapin, roi des forêts, tu brilles dans l'azur. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, mois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Jolis sapins comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, tu répands la lumière. Beau sapin, tes verts sommets et leurs fidèles ombrages, de la foi qui ne ment jamais,
Les couleurs sont... c'est sûr que c'est tapis. La neige blanchit tes traits, que ta verdure disparaît. Au sapin, roi des forêts, tu brilles dans Vous êtes dans le photo, non? Au sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Au sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Chez nous, au saint anniversaire, joli sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi que Noël plante chez nous, tu répands la lumière. Beau sapin, tes verts sommets et leur fidèle ombrage, de la foi qui ne manque jamais, de la constance et de la paix. Beau sapin, tes verts sommets m'offrent la douce image. Quand on imprime beaucoup, moi j'en fais trop, ben même j'en fais trop, j'ai fait toujours de ça. Je me casse la tête avec ça, là. Mais c'est tout sur Jean Gauthier, il y en a une. Ce qui prend en 1400. C'est elle qui annonce que comme j'étais à 449 à TV, à Valais, c'était à 1458 l'année passée. Ils ont mis ça en c'est parce que là, ils ont vu que les politiques. On les rend là. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Et quand Je parlerai peut-être de la technologie un peu. blanchit tes traits, que ta verdure disparaît. Beau sapin, roi des forêts, tu brilles dans l'azur. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Noël, planta chez nous au saint anniversaire. Jolis sapins, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, tu répands la lumière.
beaux sapins, tes verts sommets et leur fidèle ombrage, de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Beaux sapins, tes verts sommets m'offrent la douce image. Ah, c'est vrai, maintenant, t'avais pris de biscuits. On les a vendus. Non,